Dans la grande carte de l'univers tracée par la relativité d'Albert Einstein, il existe un jumeau du trou noir, le trou blanc. Sur le papier, c'est très simple à expliquer. Si un trou noir est une zone d'où rien ne peut s'échapper, un trou blanc serait une zone dans laquelle rien ne peut entrer, et d'où la matière jaillit vers l'extérieur. Bon, ce n'est pas un gadget de science-fiction comme d'autres objets théoriques que j'ai pu traiter sur cette chaîne. L'idée du trou blanc apparaît naturellement quand on prolonge mathématiquement certaines solutions des équations d'Einstein. Techniquement, sur la carte, la case trou blanc est dessinée. Par contre, sur le terrain, c'est une autre histoire. Personne n'en a observé, et en plus la physique met des obstacles sérieux. Il y a par exemple la flèche du temps, imposée par la thermodynamique, l'entropie gigantesque des horizons, et la fragilité extrême de ces solutions face à la moindre perturbation. Les termes peuvent paraître complexes, mais ne t'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Si je résume avant de commencer, on peut dire pour les trous blancs que les maths les tolèrent et que la réalité les discute. Alors, avant de parler trou blanc, il est nécessaire que je pose un socle solide pour que tu puisses comprendre. Dans la relativité générale, la gravité n'est pas une force au sens newtonien, c'est la géométrie elle-même. La matière et l'énergie courbent l'espace-temps. En retour, cette géométrie dicte comment la matière se déplace. Un corps en chute libre suit la trajectoire la plus droite possible dans cette géométrie courbe. C'est ce qu'on appelle une géodésique. Une image qui peut t'aider à visualiser, c'est le courant d'une rivière. On va dire que loin du trou noir, la rivière coule doucement. Un bon nageur, par exemple un rayon de lumière, peut remonter le courant et sortir. Par contre, plus on approche, plus le courant s'accélère. Et au bord d'une cascade, on va dire que la vitesse de la rivière atteint la vitesse de la lumière. D'ici, même un nageur parfait ne peut plus remonter. Ce bord est une limite. Si on le franchit, plus rien ne peut revenir en arrière. Après la chute, tout est entraîné vers le bas. Ce n'est pas qu'une force tire, c'est le courant de l'espace-temps qui file. La limite, c'est ce bord de cascade pour le trou noir. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Une fois franchi, on ne peut plus s'extirper du trou noir. Ainsi, un trou noir n'est pas un objet physique, ce n'est pas un aspirateur cosmique ni un trou dans un rideau, c'est une région de l'univers où la courbure de l'espace-temps est telle que même la lumière ne peut plus reprendre une trajectoire vers l'extérieur. Pour bien insister là-dessus, je vais l'expliquer d'une manière plus approfondie. La première phrase risque de sembler compliquée, mais je vais tout expliquer. Alors, les directions possibles du futur, les cônes de lumière, se penchent de plus en plus vers l'intérieur. Au-delà d'une frontière, toutes les futures trajectoires pointent vers le centre. Cette frontière, c'est l'horizon des événements. Bon, si tu n'as jamais entendu parler du concept de cône de lumière, tu as dû te demander ce dont j'étais en train de parler. Mais bon, je n'ai jamais parlé de ça sur ma chaîne, donc c'est l'occasion parfaite. Imagine que tu allumes une bougie. La lumière part dans toutes les directions autour de toi. La distance que parcourt la lumière s'élargit dans le temps. La vitesse de la lumière, évidemment. Cette lumière qui s'étend à la vitesse de la lumière forme une bulle qu'on représente ici en 2D, donc avec des cercles. Puisqu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide, forcément on ne pourra jamais sortir de ce cercle. De plus, si on décompose notre situation image par image et qu'on aligne ces images du présent vers le futur, alors on obtient un diagramme qui forme un cône. Ce cône n'est pas un objet physique, mais une de ses dimensions correspond à la dimension de temps. Ainsi, ce cône va du passé vers le futur, et à l'intérieur, on observe la trajectoire du temps. D'ailleurs, les trajectoires d'espace sont toutes perpendiculaires à la trajectoire du temps. Ainsi, ce cône te montre toutes les directions possibles dans lesquelles tu peux aller dans le futur en respectant la vitesse de la lumière. Le sommet du cône est ta position actuelle, et tout ce que tu peux faire, dire, voir ou atteindre dans le futur est dans ce cône. À l'extérieur d'un trou noir, ton cône de lumière pointe normalement vers l'avant et vers l'extérieur. Tu as donc plein d'options pour te déplacer dans l'espace. Mais plus tu t'approches du trou noir, plus ces cônes de lumière commencent à s'incliner vers le centre du trou noir. En gros, tu peux toujours aller dans différentes directions, mais toutes les directions possibles commencent à pointer vers le centre. Tu es de plus en plus attiré par le trou noir, même si tu essayes d'aller ailleurs. Et l'horizon des événements, c'est une frontière invisible autour du trou noir. Si tu franchis cette limite, il n'y a plus aucun moyen de revenir en arrière. Toutes les trajectoires possibles que tu pourrais emprunter pointent vers le centre du trou noir. Même la lumière ne veut pas s'échapper. C'est ce que signifie la phrase « au-delà d'une frontière, toutes les futures trajectoires pointent vers le centre ». Donc avant cette frontière, tu peux encore t'échapper. Mais après, c'est fini. Tout ton futur est prisonnier du trou noir. Bon, maintenant tu sais pourquoi rien ne peut s'échapper d'un trou noir après avoir franchi l'horizon des événements. Une frontière qui n'est pas physique, mais causale. La question maintenant, que trouve-t-on après l'horizon des événements? Au centre, la théorie classique prédit une singularité, un point où la courbure diverge. C'est là que nos équations avouent leurs limites. La courbure de l'espace-temps devient infinie. La physique s'effondre. Le rôle de la gravité quantique en physique théorique est appelé à nous permettre de clarifier ce talon d'Achille de la physique moderne. À présent, la meilleure façon de comprendre ce qu'est un trou blanc est de comprendre comment l'idée de trou blanc est arrivée. Et pour ça, je ne vais pas entrer dans une explication mathématique complexe. Il faut simplement que tu comprennes qu'il existe des solutions mathématiques pour décrire certains corps. Et parfois, on peut lisser ces solutions pour avoir une version propre, plus générale. Et en fait, quand les physiciens ont décrit mathématiquement les trous noirs et qu'ils ont écrit la solution la plus générale et la plus lisse, ils ont obtenu un trou noir et un trou blanc encadré par deux extérieurs.
Le trou blanc est la région d'où des géodésiques ne peuvent que sortir. Aucun signal ne peut y entrer depuis l'extérieur. C'est le miroir temporel de l'intérieur du trou noir. Quand Roger Penrose a travaillé sur les trous noirs et qu'il a élaboré les diagrammes de Penrose, on comprend bien qu'un trou blanc projette de la matière et de l'énergie vers l'extérieur. Autrement dit, si tu déroules l'histoire vers l'avant, il a déjà éjecté ce qu'il devait éjecter. Tu ne peux pas l'alimenter comme un trou noir, car la porte, elle est fermée. Les cônes de lumière d'un trou blanc sont orientés de sorte qu'en avançant vers le futur, rien ne peut entrer à travers son horizon. À l'horizon, les directions futures autorisées collent à la frontière ou s'en écartent. À l'intérieur, le futur pousse tout vers des rayons croissants. C'est exactement l'image temporelle du trou noir et la raison causale pour laquelle un trou blanc est une porte à sens unique, mais vers l'extérieur. D'ailleurs, dans cette extension, les deux régions extérieures sont reliées par un pont d'Einstein-Rosen. C'est souvent confondu avec un trou de verre traversable. Sauf qu'il faut vraiment faire attention au piège. Ce trou de verre est non traversable sans matière exotique car il se referme trop rapidement. Donc le trou blanc n'est pas l'autre bouche d'un tunnel confortable, c'est une région temporellement inversée du même espace-temps maximisé. Donc trou blanc et trou de verre traversable ne sont pas synonymes. Le second demande des ingrédients qu'on dit exotiques comme de l'énergie négative. Ce n'est absolument pas à la portée de notre espèce pour le moment. Mais bon, outre l'histoire des trous de verre, tu peux te demander pourquoi être autant prudent avec l'existence des trous blancs si les équations autorisent tout ça. Eh bien en fait, dès lors qu'on met un peu de réalité, il y a un gros problème. En vrai, il y a même 3 gros problèmes qui ne vont pas dans le sens de leur existence. D'abord, ils sont tellement instables qu'on ne peut autoriser aucune perturbation extérieure, pas le moindre grain de poussière qui tombe au mauvais moment. De plus, il faut des conditions initiales d'une finesse chirurgicale pour que la région trou blanc existe sans être détruite. Et enfin, il y a un gros problème avec la flèche du temps et la thermodynamique, un sujet traité récemment sur la chaîne. Si tu t'y connais un peu ou tu as vu cette vidéo, retiens juste qu'un trou blanc crache spontanément de la matière et de l'énergie. Vu vers l'avenir, ça correspond à une diminution très improbable d'entropie. En fait, il faut imposer des conditions initiales d'entropie exceptionnellement basses et très corrélées. Cela entre totalement en tension avec le second principe, au moins statistiquement, et avec la flèche du temps observée. Donc voilà, en gros, aussitôt qu'on met un peu de réalité, un effondrement gravitationnel dans le temps avec de la matière qui arrive depuis un extérieur bien défini, eh bien la région qui survit naturellement, c'est le trou noir et pas le trou blanc. La partie trou blanc exige un réglage initial qui, vu du point de vue thermodynamique, ressemble à un alignement hyper improbable. Et un autre élément qui n'est pas en faveur des trous blancs, c'est la question des horizons. Un trou noir a un horizon futur, c'est une frontière qu'on ne franchit que vers l'intérieur en allant vers l'avenir. De son côté, un trou blanc a un horizon passé. C'est une frontière qu'on ne peut franchir en allant vers l'avenir que de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui découle de ces éléments, c'est le fait que tu ne peux pas fabriquer un trou blanc en lançant de la matière depuis l'extérieur, car l'horizon passé l'interdit. Un trou blanc ne peut pas être créé par effondrement depuis l'extérieur. Il n'existe que pour des conditions initiales très finement réglées sur l'horizon passé. La plus petite perturbation de ces conditions, aussi faible soit-elle, détruit la région trou blanc et l'évolution mène à un trou noir. Pour dire autrement, un trou blanc propre est une solution fine qui vit dans un univers trop parfait pour être le nôtre. Pour une fois, et pour terminer cette vidéo, j'ai envie de tester une sorte de petite FAQ des trous blancs. J'ai choisi 4 questions qui complètent ce que j'ai pu dire jusqu'ici, ou qui résument un peu ce qu'on a vu. La première question est donc, un trou blanc, est-ce que ça existe vraiment? Le statut actuel des trous blancs est seulement théorique. Dans la relativité générale, quand on prolonge proprement la solution d'un trou noir, une région trou blanc apparaît. C'est le miroir temporel, rien n'y entre, tout en sort. Mais côté observation, rien de convaincant. Et côté physique, c'est très mal parti car la thermodynamique pousse l'entropie à augmenter. Or, un trou blanc demanderait l'inverse. En plus, il serait ultra instable à la moindre perturbation. Donc techniquement, c'est autorisé sur papier, mais improbable dans la nature telle qu'on la connaît. Deuxième question, est-ce que c'est la même chose qu'un trou de verre? Même si on y a déjà répondu, je préfère rappeler, non. Un trou blanc est une région d'espace-temps avec un horizon passé, on ne peut pas y entrer. Un trou de verre est un pont reliant 2 régions d'espace-temps. Le pont d'Einstein-Rosen, qui apparaît dans certaines solutions idéales, n'est pas traversable. Il se ferme beaucoup trop vite. Pour un vrai tunnel franchissable, il faudrait de la matière exotique et une stabilisation fine. Rien d'établi en astrophysique pour le moment. En conclusion, un trou blanc n'est pas un raccourci pour voyager. Troisième question, pourquoi ce n'est pas juste un trou noir à l'envers? Rembobiner la physique n'est pas un simple retournement de film. Un trou noir avale, et son entropie, proportionnelle à l'aire de l'horizon, augmente. À l'envers, il faudrait qu'un trou blanc débite de l'énergie et de l'information de façon ultra coordonnée, malgré le bruit ambiant comme les photons, d'autres particules, des ondes, je ne sais quoi. Le moindre grain de perturbation casse la chorégraphie. De plus, l'horizon passé d'un trou blanc est hypersensible. Une petite interaction venue de l'extérieur suffit donc à détruire la configuration idéale. Bref, mathématiquement symétrique, physiquement pas du tout. Quatrième question, le Big Bang, c'était un trou blanc? L'analogie est tentante. Ça sort,
ça jaillit, mais la cosmologie standard décrit un espace-temps globalement différent. Une expansion homogène et isotrope, métrique qui n'est pas celle d'un objet compact, isolé, pas d'horizon passé localisé entourant une région. Certains modèles spéculatifs rapprochent l'idée de rebond cosmique d'un comportement type trou blanc. Mais ce sont des scénarios quantiques au-delà de la relativité classique, donc il n'y a pas l'identification Big Bang égale trou blanc. En résumé, c'est parenté d'intuition, mais pas d'identité. Donc voilà, un grand merci aux tipeurs pour leur grand soutien financier. D'ailleurs, merci aux nouveaux. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Et il ne me reste plus qu'à dire à la prochaine.